Mes frères, mes sœurs, ce que nous venons de voir est tout simplement stupéfiant. Landry Quyotu, habitué à imposer ses idées avec assurance et à captiver son auditoire par son verbe puissant, a cette fois-ci été pris de court. Face à des jeunes intellectuels courageux et lucides, il s'est retrouvé désarmé, incapable de répondre avec ses habituelles pirouettes rhétoriques. Chaque question posée, chaque argument avancé par cette jeunesse brillante l'a mis en difficulté, révélant une fragilité que personne n'aurait imaginée. Dans cet échange tendu mais profondément honnête, il est apparu que Landry Quyotu ne pouvait plus s'appuyer sur des discours vides ou sur l'habitude de dominer la conversation. Ces jeunes ont démontré une vision claire, audacieuse et tournée vers l'avenir, et ils n'ont montré aucun signe d'intimidation. Le contraste était saisissant. D'un côté, l'ancien modèle d'autorité, confiant mais dépassé, et de l'autre, une jeunesse éveillée, critique et déterminée à se faire entendre. Chaque réplique, chaque geste traduisait un équilibre de pouvoir inversé, où la sagesse et la lucidité prenaient le dessus sur la prétendue supériorité. Ce moment n'est pas seulement une victoire individuelle, il symbolise un tournant. Un tournant où la voix des jeunes n'est plus seulement écoutée, mais respectée, où la vérité prime sur le verbiage et où le courage intellectuel triomphe des habitudes anciennes. Landry Quyotu a fait face à un miroir qu'il ne pouvait plus ignorer, et cette confrontation restera gravée dans les mémoires comme un exemple de ce que peut accomplir une jeunesse déterminée à penser par elle-même. Le plateau de la quotidienne info pour aborder l'autre virage après NCI News, présenté ce soir par Mélina Makissi. L'actualité aujourd'hui est donc dominée par plusieurs sujets, avec notamment ces motions qui ont été déposées dans les préfectures ivoiriennes par le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Juste avant la pause, Al-Amin Fofana, c'était à vous de nous apporter votre analyse. Pour moi, c'est une belle action, mais cette action-là, je la trouve dépassée. Je la trouve dépassée parce qu'il y a deux constantes en politique qui nous permettent de lire les revendications des hommes ou des partis politiques, la diatopie et la diachronie. L'une étant l'évolution dans le temps, l'autre étant l'évolution dans l'espace. Au-delà de la révision des listes électorales, dans le temps, les deux grandes revendications du PPACI étaient le président Laurent Gbagbo sera candidat à l'élection présidentielle et le président Alassane Ouattara ne sera pas candidat à l'élection présidentielle parce qu'il juge le 4e mandat frappé d'illégalité. À cette réalité-là, dans le premier cas, la mécanique qui permet de faire en sorte que le président Laurent Gbagbo puisse être candidat à l'élection présidentielle, c'est que le PPACI a saisi toutes les juridictions compétentes pour que le président Laurent Gbagbo puisse justement recouvrir ses droits civils et politiques. En interne, ça a failli, parce que la condamnation de la justice ivoirienne est restée. Sur le plan sous-régional, ça a failli, parce que la Cour africaine des droits de l'homme n'a pas donné gain de cause à cette revendication. Sur le plan international, ça a failli parce que l'ONU, par rapport au pacte international relatif aux droits civils et politiques, n'ont pas encore donné gain de cause au président Laurent Gbagbo. Donc j'ai fait une parenthèse pour dire que tous les jeunes du PPACI qui vont vouloir partir marcher pour revendiquer une injustice, qu'ils comprennent qu'ils sont en train de dire que c'est le président Alassane Ouattara qui manipule les institutions nationales. Il se déporte encore sur la scène sous-régionale pour corrompre tous les magistrats de la Cour africaine des droits de l'homme. Il se déporte encore sur la scène internationale pour corrompre encore l'ONU. Ça fait un peu trop. Donc cette première revendication était celle-là. La deuxième revendication, c'était de faire en sorte que le président Alassane Ouattara ne soit pas candidat. Et la mécanique qui devait conduire cela, c'était le mouvement Trop c'est trop, qui a été présenté comme un mouvement citoyen qui rassemble tous les Ivoiriens pour lutter contre les revendications, pour porter les revendications sociales et empêcher justement ce 4e mandat. Donc cette motion dont on parle aujourd'hui est une action qui s'inscrit à l'aune du mouvement Trop c'est trop. Pourtant, le mouvement Trop c'est trop, il est dépassé. Parce qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est candidat et le président Laurent Gbagbo ne l'est pas. Cette motion-là dénonce 3 choses. La première chose, c'est qu'elle estime que le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit. La deuxième chose, elle estime que le Conseil constitutionnel a violé les droits constitutionnels du président Laurent Gbagbo. Et la dernière chose, elle estime que le Conseil constitutionnel est de mèche avec le parti au pouvoir, orchestré par le président Alassane Ouattara, qui cherche à innocenter les coupables et à rendre coupables les innocents. Pourtant, la réalité aujourd'hui est que on a fini le débat du mouvement Trop c'est trop. Donc toute action de l'opposition qui ne sera pas soit dans une logique plus ou moins offensive, ça peut être un mot d'ordre ou une action collective, ou soit dans une analyse des candidatures de précaution, sera frappée d'une réalité archaïque et dépassée. D'autant plus que les préfets sont des autorités politiques déconcentrées. Qui dit autorité politique déconcentrée dit nommée par le président de la République. Les autorités politiques déconcentrées les plus proches du président de la République sont les ministres. Donc quand on sait qu'il y a eu des dialogues politiques où des ministres ont été à la table de discussion et ça n'a pas porté des fruits,
ce ne sont pas ces préfets-là qui pourront faire monter cela. Était-ce réellement le seul objectif de ces remises de motion au préfet? Non, justement, l'objectif ici, c'est que le président Laurent Gbagbo soit candidat. Pourtant, tous les voies, tous les moyens et recours n'ont pas porté les fruits escomptés. Donc, pour moi, c'est une initiative qui est à saluer, mais qui vient trop tard. Elle devait être peut-être entreprise dans le cadre du mouvement Trop c'est trop. Aujourd'hui, on doit pouvoir être relativement lucide pour voir qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'il y a certains militants de l'opposition, particulièrement du PPACI, qui attendent peut-être un mot d'ordre. Il y a d'autres aussi qui attendent de voir comment gère la candidature Awa Domelo, comment gère la candidature Simon Lévy Gbagbo. Donc, je termine pour dire que toute action de l'opposition, principalement du PPACI, qui ne sera pas soit dans une logique de peut-être lutter pour recouvrir ce qu'ils estiment légal et légitime, soit d'apprécier les candidatures de précaution que représente celle d'Awa Domelo ou de Simon Lévy Gbagbo, seront toujours frappés d'un caractère archaïque, vieux et dépassé. Mohamed Nour Djarasouba, vous aussi, vous estimez comme Alamine Fofana que cette action démocratique menée par le PPACI devrait être posée bien avant? Écoutez, bien avant d'y arriver, il faut le dire aujourd'hui, c'est que c'est le droit de tout acteur politique de protester, de manifester. Vous savez, je pense que dans le cas du PPACI, c'est aussi une affaire de montrer aussi sa légitimité. Plus précisément de dire que, écoutez, on continue, on existe encore. Et c'est aussi un moyen de maintenir le militantisme. Mais je pense qu'à 40 jours des élections, il y a d'autres priorités. La vraie question aujourd'hui pour la gauche ivoirienne, c'est de voir comment est-ce qu'on peut réellement se mobiliser pour avoir un projet de société. Il a parlé tout à l'heure du mouvement Trop c'est trop, mais bien avant aussi, je crois qu'il y a eu des tournées Coco. Écoutez, quand on regarde tous ces événements qui ont eu lieu, je pense que le PPACI doit être dans une logique de proposer un vrai programme de société, un projet de société justement pour pouvoir réunir toute l'opposition. Oui, mais le PPACI vous dira que le projet de société, il est là. L'homme qui doit porter le projet de société, il n'est pas sur la liste électorale. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils entreprennent tout ça. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas être victime de l'homme-centrisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas interpréter tout un programme politique à la lumière d'une seule personne. Aujourd'hui, il y a de vrais défis qui sont là. La gauche, tout à l'heure, on a écouté Charles Blé Goudé qui disait qu'il faut justement qu'il y ait une alternance politique. Mais si le PPACI s'inscrit dans cette logique d'alternance politique, il est important justement de laisser tomber les mouvements de protestation. Parce que comme on l'a dit, la pression institutionnelle, elle ne marchera pas. C'est déjà acquis. On sait très bien que pour les élections de 2025, Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale. Je pense que le vrai défi qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir s'unir. Et là, c'est là où pour moi la gauche, notamment le PPACI, doit pouvoir gagner en temps. S'unir, se mettre ensemble, proposer un vrai programme de société, remobiliser les troupes un peu partout et puis ne pas aller en rang dispersé. Parce que là, la logique dans laquelle on est en ce moment, on part en rang dispersé. D'un côté, vous avez d'autres qui appellent au non-boycott, d'autres qui disent, écoutez, on va protester, on va aussi être des acteurs des élections. Mais je pense qu'essentiellement, il faut se mettre ensemble, proposer un vrai programme de société. Parce que je pense qu'il y a des besoins qui sont là au niveau des populations. Les gens, en fait, la population ivoirienne a besoin d'un nouveau discours. On veut sortir des slogans, on veut plus forcément des gestes symboliques, il faut des choses concrètes. Et je pense que c'est le travail que justement le PPACI doit faire avec ses leaders. Alors, Landry Cuyot, bien sûr, je sais que vous voulez revenir certainement sur les interventions que vous avez entendues, mais j'y ajoute cette question. Est-ce que les préfets ont une obligation légale de donner suite à ces motions? Non, leur rôle est de transmettre. Très bien. Puisqu'en réalité, ce n'est pas à eux que les choses sont adressées. Ils représentent le chef de l'État. Donc, par voie de conséquence, c'est de transmettre ça, remonter à celui qui la représente, donc à leur mandant. J'ai écouté nos brillants consultants et qui inscrivent, et ce à juste titre, leur analyse dans des schémas classiques. Si je disais académique, ce serait injurieux, mais classique. Mais essayez de rentrer dans la tête des gens. Ils ne sont pas dans votre logique. Tout à l'heure, je disais que pour eux, le docteur Alassane Ouattara n'est pas président de la République. Pour vous, il est président de la République. Pour eux, il n'est pas président de la République. Il est chef de l'État. Pour vous, vous êtes dans une situation institutionnelle normale. Pour eux, nous sommes dans un état d'exception. Depuis quand, je ne sais pas. Peut-être pour certains, depuis 2011. Pour d'autres, depuis 2020. Mais en tout état de cause, à date, nous sommes dans un état d'exception. La grille de lecture que subtilement ils font passer à leurs militants, afin de les apprêter psychologiquement, c'est de les ramener plusieurs années en arrière et mettre le président Ouattara dans la situation du général Robert Gueye. Celui que vous voyez là, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'est pas président, il n'est même pas légitime à pouvoir présider à votre destinée et d'être là où il se trouve. Vous pouvez donc par tout moyen
autant que vous êtes capable de le faire partir. Voici ce qui en ressort. Je termine pour dire ceci. Peut-être que pour vous, ils n'en ont pas la capacité. La question n'est pas ça, avoir la capacité ou pas. Parce qu'en réalité, vous voyez, d'un point de vue politique, la question à court terme. Mais pour un homme politique, il n'y a pas que le court terme, il y a le moyen et le long terme. Et un combat politique, il ne s'achève pas avec un individu. Parce qu'on veut garder un certain héritage et un combat peut se continuer au-delà même des personnes directement prises dans la situation. Donc il faut pouvoir considérer que l'on travaille à construire un récit qui doit survivre au président Laurent Gbagbo et même transcender la personne du président Alassane Ouattara. C'est important de le souligner parce que toutes les actions que les gens vont poser par la suite vont dépendre de comment est-ce qu'ils perçoivent l'état de Côte d'Ivoire à date. Et c'est important. Tout à l'heure, madame, dans son propos, avait une chute extraordinaire. Peut-être qu'elle n'en avait pas perçu réellement, mais lorsqu'elle dit qu'on mène ces actions afin de rester présent dans l'actualité, mais c'est tout le fait aussi d'un point de vue politique. Ils savent qu'une campagne se fera. D'abord, on va rentrer en pré-campagne. Mais ils vont faire contre-campagne. De sorte que sur ce plateau, au lieu que de pouvoir parler des programmes des autres candidats, vous parlerez d'eux. Ils vont mener toutes les actions. Or, comme on sait comment fonctionnent les médias iront forcément là où il y a de l'audimat. Or, si donc au cours de cette campagne, ils sont plus visibles et audibles, forcément, ils ont de la présence d'un point de vue politique. Et même si l'élection se tient, on n'oubliera jamais, dans l'esprit des populations, qu'eux auraient dû être là. Et quand on continue de penser ainsi, ça fragilise la légitimité de celui qui aura acquis la légalité du fait de l'élection. Donc, voyez-vous qu'ils mènent un combat multiforme, mais dont le but final est que même si l'élection se tient, il faudrait que ce président-là soit affaibli. Et le but ultime, c'est que l'élection ne se tienne pas. Et pour que l'élection ne se tienne pas, il faut réunir, il faut construire un récit qui convainc le militant à sortir. Je sors pourquoi demain? Je sors parce que j'ai en face de moi quelqu'un qui tient un état d'exception et moi, je vais travailler afin que la République soit restaurée. Et c'est en cela que le discours de Don Melo fait tout sens. Lorsqu'il dit que moi, élu président de la République, je travaillerai à une transition. Ça paraît très absurde qu'il parle de transition, mais c'est normal. Lorsqu'on estime qu'on est dans un état d'exception et qu'on restaure la République, on travaille d'abord à établir une sorte de transition afin de réhabiliter les institutions, réhabiliter les gens dans l'esprit et dans la lettre pour ensuite construire une République par la suite. Donc, on est dans cette logique-là, dans cette lecture qu'il ne faut pas écarter du revers de la main. Alors, Faisaline Tesquakou, selon vous, cette démarche, qu'est-ce que ça traduit, qu'est-ce que ça révèle sur la stratégie politique du PPACI à quelques semaines de la présidentielle? Écoutez, comme je l'ai dit, aujourd'hui, le PPACI est dans une démarche claire. Si notre candidat, je parle en tant que PPACI, si notre candidat n'est pas à la présidentielle, alors il n'y aura pas d'élection. Et donc aujourd'hui, on veut taguer ce parti, pour la plupart, d'être un parti d'insurrection. Ils ont fait beaucoup de communiqués de presse. Il y a eu le cas de la députée au niveau du PPACI qui a été emprisonnée. On a récemment le cyberactiviste. Donc aujourd'hui, le PPACI se dit, bon ben, il faut que je passe par la voie déjà, on va dire, pacifique. Donc, il y a eu la marche Trop c'est trop, et j'étais leader avec le PDCI-RDA. Maintenant, il y a ces motions. Et donc, comme je disais, pour moi, c'est d'attendre quelle est la suite. Aujourd'hui, on a tous peur, on se demande ben, qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, je pense qu'à la tête de ce parti, il y a eu un ancien président de la République. Donc, attention, on ne peut pas forcément prédire ce qui va se passer. Et c'est quelqu'un qui est fin dans la politique. Donc, moi, je me dis, en tant que citoyenne, et pour le reste, pour les analystes politiques, il faut vraiment analyser le modèle PPACI et voir jusqu'au jour des élections s'il n'y aura pas de changement ou de stratégie qui risque de nous surprendre. Au moment où certains, Josias Assémon, évoquent une certaine union de la gauche autour d'un des candidats de gauche retenus, on constate toujours que le PPACI veut, vaille que vaille, revenir à la table de la discussion avec ses prérogatives qui avaient donc été posées au retour du président Gbagbo sur la liste électorale. Et puis aujourd'hui, on entend aussi de plus en plus ce quatrième candidat anticonstitutionnel d'Alassane Ouattara. Donc qu'il ne soit pas candidat, qu'est-ce que ça traduit selon vous de leur stratégie? Alors, il faut comprendre que ce à quoi on assiste actuellement,
ce n'est pas vraiment la stratégie du PPACI. Qu'est-ce que c'est? Moi, je pense que c'est simplement un épiphénomène. C'est un élément qui est mis en avant pour pouvoir tester quelque chose. C'est quelque part essayer de voir la réaction de quelqu'un. C'est quelque part essayer de mobiliser. C'est quelque part essayer de remettre en marche une certaine machine. À la réalité, moi, je pense que la stratégie du PPACI viendra lorsqu'on verra l'ensemble des personnalités qui ont été reçues par le président Laurent Gbagbo autrefois dans la même action. C'est-à-dire qu'on aura peut-être, dans les semaines à venir ou les mois à venir, une action conjointe de M. Afin Guessan, M. Assalé Timoko et consorts avec le leader du PPACI en train de militer pour une cause. Il faut rappeler que le PPACI, par le canal de M. Laurent Gbagbo, a toujours dit une chose. Il n'y aura pas de 4e mandat, je serai candidat à cette élection. Donc si on va, disant que cette action qu'on vient de voir est la stratégie qui est mise en place, alors il faut clarifier le fait que cette stratégie, ou du moins cette action, a une portée administrative. Alors que tous nous sommes conscients du fait que le problème face auquel M. Laurent Gbagbo est confronté ne peut trouver solution actuellement que par décision politique ou par acte politique. On se rappelle également le 6 avril 2005, où il y a eu ce qu'on appelle le tout premier accord de Pretoria, qui par la suite a conduit M. Laurent Gbagbo, le 27 avril 2005, à prendre une décision, permettre à ce que certaines personnalités soient candidates à l'élection prochaine présidentielle. Il est également conscient du fait que la décision, ou du moins la situation dans laquelle il se trouve, ne peut avoir résultat que par le canal d'une action politique. Donc, ce face à quoi nous sommes confrontés, pour moi, n'est pas vraiment la stratégie du PPACI. Nous sommes en train de vivre un épiphénomène qui va par la suite dresser la stratégie effective du PPACI, qui sera menée conjointement avec les autres partis politiques. Très bien. Alors, c'est vrai, je vais donner la parole à Lamine Fofana tout à l'heure, mais Landry Cuyot, c'est vrai que certaines crises, certaines situations dans notre pays ont eu une résolution grâce à des accords politiques. On a mis par moments les partis politiques au-dessus de nos lois fondamentales. Ils se sont assis, ont trouvé des solutions et sont allés à des élections à un moment donné de notre histoire. Certains aussi posent cette question qui est tout à fait légitime. Pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas pareil en 2025? Écoutez-moi bien. Oui. Écoutez-moi très bien. Nous vous écoutons. Oui. Deux écoles s'affrontent. Il y a ceux qui estiment que l'état de droit a été restauré depuis le 11 avril 2011. Et que la Côte d'Ivoire n'est pas en crise. Et parce qu'elle n'est pas en crise, il n'y a que le droit pour pouvoir assurer la régulation du fonctionnement des pouvoirs publics, notamment le renouvellement de nos instances dirigeantes. Et à ceux qui estiment que la Côte d'Ivoire est en crise, nous sommes en mode état d'exception. Et c'est pourquoi est-ce qu'ils font prévaloir la solution politique à la solution juridique. La stratégie, oui, il y a une stratégie. Ce que vous voyez est un élément de cette stratégie-là. C'est une grille de lecture que l'on donne. Je répète, plusieurs estiment que nous sommes dans un état... Excusez-moi, mais quand vous dites plusieurs, vous parlez des populations ou des acteurs politiques? Je parle des acteurs politiques. D'accord. Parce que ce sont eux qui donnent le là, n'est-ce pas? Ce sont eux qui interprètent, ce sont eux qui donnent les éléments de langage. Des acteurs politiques estiment que nous sommes dans un état en crise, qui a besoin d'être normalisé. Et donc, si nous sommes dans un état en crise, à ce moment-là, le droit n'a pas prévalence. C'est la politique, l'action politique, le jeu politique. Or, la politique se résume bien souvent et malheureusement dans un rapport de force. C'est le rapport de force qui soumet Laurent Gbagbo aux différents accords. Alors donc, on va travailler sur le rapport de force. Et ce rapport de force, il n'est possible que lorsqu'on arrive à faire adhérer à sa cause par un récit, plusieurs personnes. C'est ce à quoi l'on assiste. Et patiemment. N'oubliez pas qu'à un meeting, Laurent Gbagbo disait ceci. Nous allons descendre dans la rue. Un jour, nous allons descendre. Mais nous n'allons pas descendre le jour où on nous attend. C'est cela. Un jour, là, ça peut être avant le 25. Le 25 ou après le 25. Vous dites que vous attendez un mot d'ordre, mais le mot d'ordre, il est donné. Sauf que dans ce langage, il y a deux choses qu'il dit. Il annonce ce qui doit nécessairement se faire. Parce que nous sommes dans un état qui n'est pas un état de droit pour eux. Et qu'on est dans une situation d'exception. Et qu'il faut qu'un rapport de force soit enclenché afin que nous puissions restaurer, selon eux, l'ordre qu'ils estiment être de droit. Mais ça veut dire aussi que
Le mot d'ordre que vous attendez là, il est subordonné à quelque chose. Il est subordonné au fait que l'on puisse réussir cela si le rapport de force est en notre faveur. Donc, il donne donc un préalable et il donne les justificatifs selon lesquels le préalable n'aurait pas pu se faire entre-temps. Donc, il se dédouane en même temps. Regardez, on va faire ça. Mais si on ne le fait pas, c'est parce que l'autre est trop prêt. Il est trop assuré. Il est trop apprêté. Donc, si demain, il n'y arrive pas, au moins, il est dédouané vis-à-vis des siens pour dire « j'avais voulu le faire, mais pour vous, pour votre propre sécurité ou pour réussir cette action-là, je ne l'ai pas fait parce que l'autre est bien trop apprêté. » Mais dans tout état de cause, on fait et on convainc ces militants qu'ils ne sont pas dans un état de droit et qu'à tout moment, ils devaient pouvoir s'apprêter à ce que l'ordre puisse changer, mais le rapport de force est si décisif. Donc, ils ne s'inscrivent pas dans la démarche logique de droit républicain, non. Parce que pour eux, nous sommes dans un état qui est d'exception. Très bien. Alamine Fofana. Il y a quelques éléments qui ont été mentionnés avec lesquels je ne suis pas trop d'accord. Parce que, après, on ne détermine pas la nature d'un pays par rapport à ce que les acteurs politiques estiment. Non, je dis... Non, je termine. Donc, on ne va pas baser la réalité d'un pays par rapport à ce qu'ils estiment dans leur tête. Souvent, la réalité de certaines personnes, c'est que quand on met en évidence certaines analyses d'ordre théorique, ils estiment que c'est trop théorique. La théorie, c'est la simplification de la réalité. C'est-à-dire, on observe un comportement X sur une période de telle date à telle date, et on estime que dans cette situation, voici comment l'homme se comporte. On la théorise. Les partis politiques d'opposition ne peuvent pas dire aujourd'hui que le président Alassane Ouattara n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire. De 2011 à aujourd'hui 2025, tous les grands leaders de l'opposition ont reconnu la casquette de chef d'État et de président de la République au président Alassane Ouattara et dans les tests et de manière orale. Parce que les correspondances, les nombreux courriers de dialogue politique, de discussion vis-à-vis du RHDP en tant que parti d'opposition et vis-à-vis de la présidence de la République en tant qu'État central ont toujours fait mention du président de la République. C'est vrai que le président Gbagbo, je ne vous arrête pas, le président Gbagbo à son retour dit de lui président de la République. Bien sûr, eux tous. Le président Tidiane Thiam, le président Laurent Gbagbo. Donc, ils ne peuvent pas nous mettre dans une situation de crise. La Côte d'Ivoire post Laurent Gbagbo après sa victoire à l'élection présidentielle n'est pas la même qu'aujourd'hui. Il y a des indicateurs qui sont durs de peau. Le président Laurent Gbagbo, après les élections de 2000, les gens lui disent que tu as été mal élu. Et la justification du fait qu'il a été mal élu se constate sur le terrain. Le pays est divisé en deux. Par des rébellions, par des tentatives de coup d'État. Il n'a pas l'intégralité du territoire. La Côte d'Ivoire, après Alassane Ouattara en 2011, il a l'intégralité du territoire. Il aménage qualitativement le territoire. Donc, on ne peut pas nous produire un narratif où on reconnaît la présidence et le titre de chef d'État à quelqu'un, et puis vouloir prétendre créer une situation de crise pour dire qu'on est dans une situation de crise, donc on n'est pas dans la même logique. Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose, c'est la question de vouloir jeter le discrédit sur la légitimité légale et rationnelle du président de la République. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas démontrer que le scrutin qui arrive ne sera pas inclusif parce que dans ce scrutin-là, on a un Awa Domelo. Awa Domelo, c'est le vice-président, c'est l'ex-vice-président du PPACI. Du FPI. Du PPACI. Du PPACI, oui, bien sûr. Hein. On a Jean-Louis Bion, qui est un cadre. C'est-à-dire, quand on prend les 10 personnalités les plus emblématiques du PDCI, Jean-Louis Bion y figure. Comment on arrive à faire comprendre à l'opinion nationale et internationale qu'on a un scrutin exclusif qui est frappé d'illégalité et d'illégitimité, qu'on a ces personnalités-là qui sont retenues. On a Simon Lévy Gbagbo qui a fait le beau jour du FPI. Comment on arrive à le faire comprendre? Ce qui diffère, par exemple, de 2000, où Alassane Ouattara n'était pas candidat, Henri Konan Bédié du PDCI n'était pas candidat. Donc les dynamiques ont changé. Et puis, aujourd'hui, même quand on prend la compréhension triptyque des légitimités, je ne vais pas vouloir dire Max Weber, sinon on va dire en fait la théorie, mais il y a 3 types de légitimité. On ne peut jamais contester la légitimité charismatique d'Alassane Ouattara et de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire Laurent Gbagbo, même quand il gagne l'élection de 2000, quand on dit qu'il a été mal élu, sa légitimité charismatique, là, on ne peut pas la contredire. On ne peut pas contredire la légitimité traditionnelle de Laurent Gbagbo, ni d'Alassane Ouattara. Mais la légitimité légale et rationnelle, on peut toujours l'observer comme on veut. Même Félix Houphouët-Boigny lui-même, la première république de la Côte d'Ivoire enjoint le multipartisme. Félix Houphouët-Boigny estime qu'on est une jeune nation, donc on a besoin d'unité nationale. Donc il ferme la porte au multipartisme pendant 30 ans. Et pendant ces 30 ans-là, les voix s'élevaient pour dire qu'il n'est pas démocratique, il n'est pas légitime. Mais qui pouvait contester la légitimité charismatique et traditionnelle de Félix Houphouët-Boigny? Donc pour dire que l'appréciation
de la légitimité légale rationnelle des acteurs politiques varie selon les circonstances. Ils peuvent le faire hier comme aujourd'hui. Mais la réalité terrain fait qu'aujourd'hui, vous devenez ridicule, exprimons du thème, quand vous dites qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays en crise. On peut dire que la Côte d'Ivoire est un pays en reconstruction. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un pays instable. On peut dire que la Côte d'Ivoire est un pays faible. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un pays failli. Parce que les États faillis ont leurs critères. Les États instables ont leurs critères. Un pays ne peut pas être dans cette situation-là. Et puis, par exemple, organiser la Coupe d'Afrique des Nations, avoir des partenaires internationaux, etc. À un moment donné, la réalité terrain fait que le discours n'est plus crédible. Très bien. Mohamed Nour Djirassouba. Oui, bon, en fait, je voulais revenir pour poser une question à Landry Couillot. Oui. Écoutez, quand on dit, je trouve ça encore une fois plus regrettable qu'à 40 jours des élections, on soit en train de faire un débat de personnes, qu'on soit en train de parler de la présence de Laurent Gbagbo aux élections ou pas. Bon, je pense qu'à 40 jours, on devrait être en train de parler de programme, parce que je pense qu'il y a une partie de la population qui a soif aussi d'alternance. Et il faut les écouter, il faut comprendre les besoins de ces personnes-là. Et quand vous dites aujourd'hui qu'effectivement, il y a certains acteurs politiques qui estiment que le président Ouattara n'est pas le président de la République, mais le chef de l'État. Bon, ma question, c'est, est-ce que pour cette minorité, pour cette infime minorité, faut-il bloquer toutes les activités politiques du pays? Faut-il bloquer le pays pour ces personnes-là? Ou est-ce que le pays doit aller de l'avant? Ou est-ce que l'opposition doit se mettre en coalition et proposer quelque chose de concret? Regardez le cas du Sénégal, je termine sur ça. Il y a eu le souci de Premier ministre Sonko. Mais il y a eu une coalition qui s'est créée avec toute l'opposition et ils sont allés, on connaît le résultat aujourd'hui. Donc moi, pour moi, je trouve ça dommage qu'à 40 jours, on soit en train de débattre sur le président Laurent Gbagbo, telle personne est absente ou présente, mais on ne parle pas de proposition. On finira l'émission, on n'aura pas dit si l'opposition aujourd'hui propose, je ne sais pas, plus de budget en santé, plus de budget en éducation. On invitera sois-en sûr les candidats retenus absolument, pour venir nous faire part de leurs propositions, certainement. Ce que je veux dire, c'est que c'est dommage que on pollue les débats politiques avec les problèmes de personnes. C'est ce que je trouve dommage. Mais c'est ce que je dis. Je suis heureux d'entendre Al-Amine porter un discours dont la démonstration est de pouvoir réduire à l'absurde le mode de pensée, le récit qu'on veut nous vendre et qui est vendu. Je vous dis ce qui est, ou tel que j'interprète ce qu'ils sont en train de faire. Je ne dis pas que c'est ce que je pose, je dis voici donc ce dans quoi est-ce qu'on s'inscrit. Mais en t'écoutant, cher ami, je suis heureux de savoir que ton propos est partagé par bon nombre d'Ivoiriens et ils t'entendent et cela va faire forcément écho. Parce que tu leur donnes des éléments de réflexion, de langage, afin de pouvoir déconstruire cet élément. Je suis absolument d'accord avec toi, mais cela n'empêche pas que la réalité, c'est qu'il y a des personnes qui pensent contrairement à toi. Vous me dites c'est regrettable, mais est-ce que c'est moi qui ai donné le sujet de l'émission? Tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit par rapport à la contre-campagne qu'ils feront? Ils vont vous contraindre ou... Ah non, c'est pas regrettable pour vous, pour oui, mais justement, oui, tout le monde. Il faut préciser. Ils vont emmener les médias à parler d'eux, à vous maintenir dans ce débat-là. Constamment, ils vont tout faire pour ne pas que vous vous en sortiez. Ils vont tout faire pour que, au sujet de l'actualité, ce soit ça. Ils soient plus visibles, plus audibles que ceux qui ont été retenus. Et qu'au niveau national, sous-régional et même international, on ne parlera même pas des lagos, on ne saura même pas qui est-elle. On ne va même pas entendre même 10% du programme de Don Melo, etc. On ne va même pas s'en occuper. On va s'occuper, se préoccuper de eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire demain? La hantise. Qu'est-ce qu'ils vont faire demain? Donc, avant même que l'actualité ne soit faite, nous-mêmes, dans nos spéculations, on va leur proposer une actualité. Mais d'un point de vue de la stratégie politique, c'est admirable. Ils réussissent quelque chose. Maintenant, c'est aux médias. Est-ce que les médias seront ces accompagnateurs de cette démarche-là? Ou alors, ils vont mettre les lumières sur ceux qui méritent d'avoir les lumières, l'écho, l'écoute des médias, parce qu'eux ont le mérite d'avoir été retenus par le Conseil constitutionnel et ils devraient avoir toute la surface. Ils devraient avoir une des journaux, ils devraient avoir les plateaux de télévision afin de nous proposer. Donc c'est de ça qu'il est question. Et leur bataille à eux, on ne peut pas le leur nier, on ne peut pas leur refuser ça. Leur bataille, ce n'est pas être oublié. Leur bataille, c'est d'être présent, plus présent même que ceux qui sont censés être présents. Et c'est ce que je dis. Merci, monsieur. Mes frères, mes sœurs, retenons une chose. Cette scène est bien plus qu'un simple affrontement verbal. Elle est le symbole d'un tournant majeur dans notre société. Car oui, la nouvelle génération refuse désormais d'être spectatrice. Elle prend la parole, elle argumente, elle impose ses idées et surtout, elle n'a plus peur de contredire ceux qui veulent figer l'avenir du pays dans le mensonge ou la soumission. L'humiliation de Landry Couillot, ce n'est pas seulement la sienne,
C'est l'humiliation de toute une élite politique et intellectuelle qui pensait pouvoir tenir les jeunes sous silence. Mais aujourd'hui, la vérité est claire, la jeunesse africaine est éveillée. Elle lit, elle analyse, elle compare, elle voyage, elle débat. Elle ne se contente plus de slogans. Elle veut du concret, elle veut du sérieux, elle veut une vision. Et dans ce face-à-face, les jeunes intellectuels ont prouvé que leur voix est forte. Une voix qui refuse la corruption, une voix qui rejette la manipulation, une voix qui se bat pour une Afrique libre, digne et souveraine. Alors oui, Landry Quiotu a été humilié, mais au fond, c'est une victoire pour la vérité et pour la jeunesse. À vous, mes chers abonnés, je dis ceci, ne sous-estimez jamais la force de la connaissance et de la vérité. Un peuple éduqué, une jeunesse éveillée. Voilà ce qui fait trembler les puissants. Voilà pourquoi ils ont peur de vous. Voilà pourquoi ils veulent vous distraire. Voilà pourquoi ils veulent vous diviser. Mais l'avenir, c'est vous. Alors regardez cette vidéo jusqu'au bout. Analysez chaque mot, chaque échange et tirez vos propres conclusions. Car ce qui s'est passé n'est pas un simple débat, c'est une leçon d'histoire en direct. Et cette leçon doit nous inspirer à aller plus loin, à rester debout, à rester unis et surtout à croire en notre capacité à changer les choses. Mes frères, mes sœurs, l'humiliation de Landry Quio n'est que le signe que l'ancien monde s'effondre et que le nouveau, celui de la jeunesse consciente, est déjà en train de naître.